Xavier Diatta, directeur de Casa Industrie. Comment vous décrivez la situation économique aujourd'hui en tant qu'opérateur? Je rappelle que vous êtes le directeur de Casa Industrie. Alors, de manière générale, je pourrais décrire cette situation de morose, hein, sinon même plus que morose, parce que aujourd'hui, tout le monde attend la relance. On l'attend impatiemment. On est confronté à différents problèmes. Il y a énormément de problèmes, que ce soit pour ceux qui sont dans l'approvisionnement ou dans la transformation. Il y a d'autres qui sont dans l'approvisionnement parce que c'est des commerçants. Et nous qui sommes dans la transformation, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que les institutions financières ne sont pas là. Même les banques qui sont là, elles sont plus dans le commerce, mais elles ne sont pas là pour soutenir l'économie, c'est-à-dire elles ne sont pas là pour le développement. Ici, il faut faire le distinguo. Nous avons plus de banques tournées vers le commercial que le développement. Donc aujourd'hui, par exemple, moi, Casa Industrie, comme vous le dites, j'ai à peu près une cinquantaine d'employés. Bon, aujourd'hui, les banques, elles sont plus enclines à enrôler mes employés pour qu'ils puissent bénéficier de prêts de consommation. Mais quand il s'agit de financer l'activité en elle-même, vous ne trouverez personne. Donc, c'est de manière générale. Hein, c'est de manière générale. Alors, nous sommes en pleine saison d'anacarde. Vous avez dû suivre un peu les péripéties que nous avons eues dans le cadre de l'approvisionnement des unités de transformation. Et ce qu'on craignait, c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'en un premier temps, il y a eu une inflation sauvage, et aujourd'hui, l'inflation est en train de retomber. Donc aujourd'hui, même les producteurs, ils vont avoir des problèmes parce que il va y avoir un dumping extraordinaire qui permet à ces gens-là de vendre leurs produits moins que ce qu'ils auraient pu prétendre. Donc, vous voyez, du point de vue général, vraiment, la situation est morose. Quelles sont les activités que vous développez ici et comment ça se passe? Alors, Casa Industrie est une initiative citoyenne. Hein. Ce sont des Sénégalais qui se sont mis ensemble, qui ont dit, bon, on va créer quelque chose vraiment de structurant. Et dans un premier temps, les idées qui avaient été lancées, c'était d'aller vers le mouvement associatif. Mais on a vu que le mouvement associatif, il y avait énormément de contraintes. Enfin, il y a pas mal de tares qui font que, du point de vue organisationnel, on ne pouvait pas avoir l'efficience souhaitée. C'est pourquoi nous avons donc choisi la forme la plus contraignante dans le cadre de l'entrepreneuriat, qui est la SA. C'est pourquoi nous avons créé Casa Industrie. À la base, on l'a créé avec 50 millions de capital pour à peu près combien? Presque 400 actionnaires. Après, nous avons réouvert le capital et nous sommes aujourd'hui près de 600 pour à peu près 100 à 130 millions de capital. Donc, c'est ça la spécificité de Casa Industrie. Et Casa Industrie, donc, quand toutes ces personnes se sont réunies, elles se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont dit, bon, nous souhaitons qu'il y ait des infrastructures telles que des infrastructures industrielles, des usines, qui pourront absorber énormément de jeunes et énormément de femmes. Alors, l'Assemblée générale a opté pour 3 filières. Ils ont dit d'abord, il faudrait que nous allions vers l'anacarde. Ensuite, ils ont dit, il faut que nous allions vers les fruits. Et ensuite, il faut que nous allions vers l'arachide. Et donc, effectivement, on est là depuis 2021. Toutes les études stratégiques ont été faites, hein, les business plans, tout ce que vous voulez, les plans de développement, les études d'enquête sociale environnementale, tout ça c'est fait. Alors, mais là, donc, on est dans le processus de mise à l'échelle. Parce que vous savez, je vois souvent des projets hyperdimensionnés, les gens ils vous disent, voilà, on voudrait créer une structure qui va prendre 200, 300 emplois, ou même 1000 emplois, ce qui en soi est une bonne chose, hein, mais il y a toujours un problème, il faut faire une mise à l'échelle pour acquérir non seulement les automatismes pour les gens qui travaillent, mais aussi du point de vue organisationnel pour permettre à cette unité-là de pouvoir avoir les capacités de pouvoir absorber. Donc c'est ce que nous avons fait. Là, nous avons une unité de transformation d'anacarde. Donc nous transformons. C'est une première transformation qu'on fait parce que nous, on pense que la transformation qu'on fait pour obtenir les amendes, c'est une première transformation.
Ensuite, maintenant, je crois qu'après, on va aller vers une transformation beaucoup plus complète, c'est-à-dire avec du beurre d'anacarde, du lait d'anacarde, en tout cas, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pourrait obtenir avec l'anacarde. Alors, donc ça, c'est le premier. Alors, parallèlement aussi, Casa Industrie accompagne beaucoup de groupements féminins ou de groupements de jeunes qui sont dans la transformation. C'est-à-dire, nous rentrons un peu dans leur organisation et nous essayons de définir des itinéraires techniques et puis aussi faire prendre à ces entrepreneurs que c'est une grosse responsabilité de prendre l'engagement de mettre des produits comestibles sur le marché. Parce que c'est une très grosse responsabilité. Vous ne savez pas qui est allergique en quoi, qui est allergique. Donc, vous devez vraiment faire une transformation responsable. Donc, c'est ce que nous faisons. Et une fois que ces groupements ils respectent un peu notre cahier de charge, alors nous, on est chargé de les aider dans la commercialisation. On a même créé une plateforme e-commerce où ces opérateurs peuvent vraiment, évoluer, ensuite trouver de nouveaux clients. Mais nous aussi, par notre réseau, on distribue ces produits. Mais il faut d'abord que, comme je vous l'ai dit, il faut que nous les labellisions, il faudrait que nous les contrôlions. On fait des analyses pour savoir est-ce que c'est des produits propres à la consommation. Okay. Donc ça, c'est ce que nous faisons. Maintenant, nous travaillons aussi avec les ISEP, les instituts supérieurs de trucs agricoles que vous voyez. Parce que, vous savez, on a l'habitude de former ici au Sénégal, quand on forme des jeunes, après leur cursus, on les laisse comme ça. Alors que ces jeunes ont besoin d'être tenus par la main pour qu'on essaye vraiment de les insérer. Alors nous, on travaille avec les ISEP. Ceux-ci sont en agronomie. Nous essayons de les mettre en contact avec les producteurs qui, eux, la plupart ont une expérience innée. C'est des gens, c'est ça leur boulot. Ils ont toujours fait ça. Donc, nous les mettons en contact et pour vraiment mixer un peu les deux expériences et permettre aux jeunes de pouvoir d'acquérir une certaine expérience. Et nous, Casa Industrie, qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons en données parce que ces jeunes-là, ils ont une mission, ils ont aussi une charte qu'ils doivent signer et en retour, ils nous renvoient toutes les données qu'ils ont. Si je prends par exemple les gens qu'on va envoyer dans la commune de Niaguis, ils seront peut-être une dizaine ou une vingtaine. Ils parcourront toute la commune et à la fin de la campagne, ils doivent nous faire un rapport qui nous donne aujourd'hui une estimation, hein, ça ne sera pas exhaustif, mais une estimation assez proche de la réalité. Par exemple, de la production cette année de mangue, quelle quantité on a produit. Parce que ces données, on en a besoin. Si vous allez souvent dans les chambres de commerce, ces données n'existent pas. Donc nous essayons d'implémenter ça là. Alors aussi ceux qui sont dans la transformation, on les met avec des gens qui ont des unités de transformation pour qu'ils apprennent le métier, mais aussi nous faire ressortir les véritables contraintes que ces unités ont. Donc vous voyez, hein, de Casa Industrie, c'est ça l'initiative. Les gens qui sont dedans, vous avez du plus haut fonctionnaire à la ménagère, mais donc la plupart des gens ne viennent pas pour gagner tout de suite de l'argent. Les gens sont venus, leur souci c'est de mettre quelque chose de structurant, quelque chose de solide, quelque chose de responsable. Et c'est ce que nous faisons. Vous avez parlé tout au début de l'entretien que la situation économique un peu est morose. Mais selon vous, quelles sont les priorités pour relancer un peu cette activité économique dans la région? Pour ma part, moi je crois que c'est vrai que j'entends souvent beaucoup de projets qui sont lancés. Par exemple, le projet des coopératives, tout ça là. Moi, je crois qu'il ne faut pas innover. Il ne faut pas essayer de sortir un peu d'un cadre préétabli. Aujourd'hui, si on veut vraiment renforcer ces coopératives, il faut partir avec les acteurs qui sont déjà dans les filières. Et on fait souvent des erreurs. On vient, par exemple, dans une zone, on parachute de nouvelles coopératives pour peut-être faire du chiffre. Hein. Dire, écoutez, on a mis 50 coopératives, mais ça veut strictement rien dire. Nous avons des gens qui sont là. Mettre une coopérative, c'est vrai, mécaniquement, c'est faisable. Mais ça requiert une certaine compréhension de la zone, une compréhension sociologique. Parce que si des gens sont là ensemble depuis des années et qui ne se sont pas mis ensemble, ils n'ont pas senti la nécessité de créer une coopérative et que l'État justement met les conditions pour les mettre à créer une coopérative, là je suis d'accord, ça dit que ça c'est bien. Il faut donc comprendre pourquoi les gens auparavant, ils ne se sont pas mis ensemble. Et ensuite, essayer vraiment
de combler ce déficit et en ce moment créer la coopérative. Comprenez? Donc c'est ça. Je me dis que même quand on veut aujourd'hui mettre de nouvelles unités, je suis d'accord, mais il y a des gens qui sont dans la transformation depuis pratiquement 15 ans, 20 ans, 30 ans. Moi, je crois qu'on commencerait d'abord à répertorier toutes ces personnes-là. Essayez de comprendre quels sont les problèmes. Parce que si les autres, c'est-à-dire les unités qu'on va mettre en place, si les gens n'apprennent pas des erreurs des autres, je crois qu'on se trompe lourdement. C'est-à-dire que ça va être un éternel recommencement. On va toujours mettre l'argent et puis ça n'aboutira à rien du tout. Parce que vous savez, entre la mise en place d'une coopérative et son éclosion, c'est-à-dire au moment où cette coopérative arrivera à un niveau qui peut impacter vraiment la vie économique du Sénégal, c'est pas dans les 2 ans, c'est pas dans les 3 ans, c'est dans les 5 ans, 10 ans. Donc ça dit que c'est quelque chose de pérenne. Donc il faudrait mettre quelque chose de structurant, hein, surtout les gouvernances, qu'on fasse tout pour que ça soit vraiment des gouvernances assainies, que ça soit pas du copinage. Et puis c'est beaucoup de travail. Je trouve que les gens vont très vite en besogne et ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Donc moi, je crois que la relance, elle doit passer d'abord par l'existant. Qu'on essaie de faire le point et voir ce qui n'a pas marché. Ensuite, maintenant, essayer de corriger et éventuellement amener en plus. Quand on parle de Xavier Diatta, on pense à une pétition qui a été lancée. Si c'était une loi, on va dire la loi Xavier Diatta. Mais cette fois-ci, c'est une pétition de Xavier. Alors, en lançant cette pétition-là, vous aviez cherché à faire quoi? Et aujourd'hui, quelle lecture vous faites maintenant de la situation actuelle après cette pétition-là? Vous savez, ce qui a conduit à la mise en place de cette pétition, c'était quoi? On avait pris carrément en otage la Casamance. On l'avait prise en otage. Ça, qu'on le veuille ou non, c'était comme ça. Parce que d'abord, ça ne s'expliquait pas. Nous avons essayé de chercher les raisons pour lesquelles il y a eu un embargo complet sur la Casamance, surtout avec le bateau. Alors, on n'a pas eu les bonnes réponses. C'est pourquoi on a lancé cette pétition pour que les gens comprennent, qu'ils nous disent exactement. Mais jusqu'à présent, on ne nous a pas donné les réponses. Il a fallu qu'au dernier moment, quand ils ont vu qu'il y a eu quand même un certain engouement et que cette pétition a fait mouche, on a remis le bateau. Je ne dirais pas que c'est la pétition qui a remis le bateau. Moi, je dis toujours que peut-être que les autorités d'antan, ils ont jugé nécessaire de lever un peu le coude sur la Casamance. C'est ce qu'ils ont fait. Et voilà, on a levé l'embargo. Et chemin faisant, il y a eu l'alternance qui est venue. On a eu un nouvel gouvernement qui est arrivé et qui a fait que les rotations ont repris. Sauf que moi, j'ai une attente forte. Une forte attente. Laquelle? L'exclusivité qu'on a donnée au Kosama pour desservir la Casamance par voie fluviale. Je trouve que cette exclusivité, elle doit sauter. On doit laisser à tout opérateur capable de pouvoir faire cette ligne, de pouvoir de s'aligner comme tout le monde, comme dans tout transport. Le transport aérien, le transport routier. Il faudrait qu'on libéralise cette ligne-là. Parce que vous voyez, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Aline-Sitoé s'arrête. On va nous amener un petit bateau, un bateau de moindre capacité, et nous sommes en pleine saison, vraiment, fruitière. Nous sommes en pleine saison anacarde. Je trouve qu'il y a un problème qui se pose là. Donc ça, c'est vraiment mes attentes. Alors, après, maintenant, effectivement, j'essaye, l'idée, c'était un peu, comme j'essaie de le faire tous les jours, hein, de contribuer, de voir un peu qu'est-ce que je peux faire pour que cette région, pour que ce pays puisse vraiment avancer. C'est ma contribution, c'est une modeste contribution que j'apporte vraiment au développement du Sénégal. Merci Xavier. Merci.